Depuis plus de 10 ans, Rémi Randriamaroussou est pisteur dans la forêt protégée de Kirindi, à l'ouest de Madagascar. Un métier difficile, fait de patience, d'observation et surtout d'interprétation. La moindre trace, le moindre bruit décelé dans l'enchevêtrement de végétaux peut modifier le programme de toute une journée. Mais pour ce qui est de l'approche des lémuriens, sa principale vocation, Rémi possède un talent bien particulier, l'imitation. Un groupe de lémurs à front roux répond à l'appel. La technique s'appuie sur le comportement territorial des animaux. Ils poussent régulièrement des cris destinés à maintenir les groupes voisins à distance. Les lémurs prennent le cri de Rémi pour celui d'un congénère. Ils s'approchent donc pour chasser l'intrus. Généralement, les lémuriens fuient devant les hommes. Mais à Kirindi, après des années de paisible cohabitation, ils ont perdu toute leur méfiance. Tout comme le singe et l'homme, le lémur à front roux est un primate. Il appartient au grand groupe des lémuriens, quelques 70 espèces que l'on ne rencontre qu'à Madagascar. Le travail de Rémi consiste principalement à assister les scientifiques dans leurs observations des 8 espèces de lémuriens qui vivent dans la forêt de Kirindi. Mais 2 fois par an, Rémi est rejoint par Michel Rakoutounandrasan, agent officiel du ministère des Eaux et Forêts, pour contrôler l'état de préservation des forêts qui jouxtent la réserve. La forêt de Kirindi n'est pas un parc national, mais une ancienne exploitation forestière de 12 000 hectares. Ici, les autorités malgaches ont démontré qu'avec une excellente gestion, une forêt exploitée peut conserver la quasi-totalité de sa faune et de sa flore. Rémi habite la petite station scientifique située au cœur de la forêt de Kirindi. Un groupe de lémurs à front roux visite souvent le village. Des dizaines de scientifiques venus du monde entier défilent chaque année à Kirindi. Ils font régulièrement appel aux connaissances de Rémi sur les animaux, mais aussi sur les plantes. Les lémurs à front roux se nourrissent principalement de fruits, de feuilles et de fleurs. Mais pour les zoologues, savoir reconnaître tous les arbres de la forêt tropicale demanderait quelques années d'études supplémentaires. Nous sommes au début de la saison des pluies. De nombreux arbres sont couverts de fruits. Les lémurs à front roux préfèrent les fruits mûrs aux fruits verts. Ils mangent la pulpe et ne croquent pas le noyau qu'ils avalent souvent. Après plusieurs années d'observation, les scientifiques ont découvert que ces lémurs favorisaient la reproduction de nombreuses espèces d'arbres en dispersant ici et là les noyaux contenus dans leurs crottes. Premier contrôle, un camp forestier installé dans une nouvelle concession au nord de la réserve. La durée de vie de ces camps n'excède pas quelques mois,
le temps d'exploiter la forêt environnante. La nourriture la moins chère étant celle qu'offre la forêt, notamment les lémuriens, le braconnage est assez fréquent. Pendant son séjour dans ce village, Rémi va recenser les lémuriens. On lui annonce une absence totale de lémurs à front roux et de propithèques. Cela ne l'étonne pas, les lémuriens de grande taille désertent toujours les forêts en cours d'exploitation pour y revenir après le départ des hommes. Dans les jours qui suivent, Rémi s'intéresse plutôt aux espèces nocturnes, plus petites et moins mobiles, susceptibles d'être encore présentes. Pendant la journée, elles dorment le plus souvent dans des arbres creux. Les microcèbes sont les plus petits ou presque des lémuriens. Ils mesurent 12 cm sans la queue pour un poids maximum de 90 grammes. De jour, ils ne font que de courtes apparitions pour prendre l'air. Leurs gros yeux possèdent une rétine hypersensible et leur ouïe est excellente. La nuit venue, ils se transforment en redoutables chasseurs d'insectes. Rien d'anormal à ce que les microcèbes soient très nombreux aux abords du camp. Ils sont trop petits pour être consommés par les hommes. Rémi déniche un premier lépilémure à près de 200 mètres du camp. Le comportement de cet animal est assez peu connu des scientifiques. Plus gros que le microcèbe, puisqu'il pèse 900 grammes, il se nourrit principalement de fruits et de feuilles. Facile à capturer, il est très apprécié dans la cuisine malgache traditionnelle. La zone d'exploitation principale est située à 4 km au nord du camp forestier. Salam. Le travail de Michel consiste à vérifier que l'exploitation est bien conforme aux autorisations qui ont été données concernant la taille minimale des troncs ou le nombre des arbres coupés. Mais les moyens de contrôle restent insuffisants. 20 agents seulement pour une surface grande comme la Suisse. Le principal problème de l'exploitation forestière vient du fait que pour transporter les troncs, les bûcherons ouvrent de nouvelles pistes dans la forêt.
Très rapidement, les paysans en profitent pour venir cultiver de nouvelles zones qui étaient jusque-là préservées car difficilement pénétrables. Avant de quitter les forestiers, Rémi veut observer les lémuriens nocturnes en activité. Les yeux des lémuriens reflètent la lumière directe. Rémi tombe rapidement sur une espèce qu'il n'avait pas encore croisée dans les environs, le quérogale. Un œil non averti pourrait confondre facilement entre elles les espèces nocturnes. Le quérogale est un proche parent du microcèbe, mais il est 2 fois plus gros que lui. Le quérogale hiberne dans un tronc pendant les 6 mois de la saison sèche et n'est actif que de novembre à avril pendant la saison des pluies. Il se nourrit de fruits, de nectar de fleurs et se régale d'insectes. Comme il ne mange que 6 mois par an, il stocke des réserves de graisse dans sa queue en prévision de l'hibernation. Retour à Kirindi, où Rémi vient d'être appelé pour une mission spéciale. Il s'agit de retrouver un groupe de propithèques de verreaux que les scientifiques localisaient jusqu'à présent grâce au collier émetteur que porte le mâle dominant appelé berlin. Or, depuis quelques jours, le collier n'émet plus. Les propithèques de verreaux sont très communs dans les forêts malgaches. Pour retrouver le groupe de berlin, Rémi utilise sa technique favorite. Les propithèques de verreaux s'organisent en groupes comptant 4 à 8 animaux des 2 sexes. Fait marquant chez un primate, les femelles dominent socialement les mâles. Rémi retrouve Berlin après seulement quelques heures de recherche. Le groupe se trouve à la limite de son territoire, près de la rivière. Il va falloir capturer Berlin pour changer son collier. Les jeunes propithèques de verreaux têtent jusqu'à l'âge de 6 mois. Les mères sont très attentionnées. Les propithèques mangent principalement des feuilles et des fruits, parfois les fleurs ou l'écorce de certains arbres. Ils ne s'épargnent aucune acrobatie pour accéder aux jeunes feuilles ou aux bourgeons tendres et riches en protéines. À la différence des lémurs à front roux, les propithèques préfèrent les fruits verts, dont ils croquent volontiers le noyau pour manger la graine. Quand un arbre est en fruit,
les scientifiques évaluent sa production en tendant une certaine surface de drap à ses pieds et en pesant les fruits ainsi récoltés. En croquant les graines des fruits, les propithèques agissent à l'inverse des lémures à front roux. Ils profitent des arbres, mais ne leur apportent rien en retour. Le lendemain, Rémi retrouve Michel sur le point le plus élevé de Kirindi. Michel se prépare à visiter une région agricole située plus à l'ouest, où il surveille l'évolution des cultures sur brûlis, bien plus destructrices que l'exploitation forestière. Grâce au GPS, il possède une liste précise des coordonnées de chaque ferme. Ainsi, si un paysan s'est déplacé pour gagner de nouvelles terres sur la forêt, il s'en rendra compte immédiatement. Sur une ancienne piste forestière de Kirindi, les deux hommes croisent un groupe de lémures à front roux. Rémi décèle immédiatement un comportement intéressant. Un mâle toilette avec vigueur un nouveau-né. Le petit a à peine 15 jours. Il ne bouge quasiment pas du ventre de sa mère. Il passe son temps à dormir et à téter. Il ne commencera à vagabonder sur le dos de sa mère ou à grignoter un morceau de fruit qu'à partir d'1 mois. Le bébé suscite un intérêt considérable chez les adultes du groupe. Mais la mère ne laisse approcher que les mâles. Rémi et Michel constatent avec joie que ce groupe, pourtant proche des limites de la réserve, n'est pas farouche. Un signe très positif qui indique une faible activité des braconniers dans la région. Mais ce n'est pas la chasse ni même l'exploitation du bois qui menace principalement l'avenir des lémuriens malgaches. C'est la destruction totale et irréversible de la forêt occasionnée par les cultures sur brûlis. Durant les 2 premières années, les paysans cultivent du maïs. On imagine facilement l'impact de l'incendie sur les lémuriens. Les plus gros peuvent éventuellement s'enfuir, mais les nocturnes se retrouvent pris au piège de leur tronc protecteur qui se transforme en brasier. Dans un deuxième temps, la terre mise à nu devient champ d'arachides. Mais faute de techniques agricoles adaptées, le sol s'épuise en quelques années. Les autorités tentent de limiter les dégâts en marquant les arbres qui bordent les champs pour interdire de nouveaux brûlis.
Un peu plus tard, Rémi découvre une piste particulièrement discrète, dévoilée seulement par quelques coups de machette. Le type même de piste qui conduit à un piège. Pour les lémuriens, la mort par pendaison est au rendez-vous. Tous les lémuriens malgaches sont protégés par la loi. Le piège est donc illégal. Les deux hommes se rendent vers la ferme la plus proche, celle d'Ernest, un excellent agriculteur, connu aussi pour être grand amateur de viande de lémurien. D'emblée, Ernest manifeste un comportement bizarre. Voici la cause de son malaise, un lépilémure destiné à un prochain repas. La consommation de lémurien n'étant pas une réelle menace dans cette région, Michel se contente de sermonner le braconnier sans lui infliger d'amende. La punition consiste à forcer l'homme à rendre à la forêt l'objet de son délit. Pour Ernest, comme pour beaucoup d'agriculteurs, la capture d'un lépilémure est un jeu d'enfant. Il faut repérer la présence de l'animal, grimper à l'arbre pour boucher le trou par lequel il pourrait s'échapper, et une fois l'arbre abattu, il pratique une ouverture. L'action est symbolique et personne n'est dupe. À Madagascar, c'est avant tout la forêt qu'il convient de protéger. Pourtant, ce soir, dès la nuit tombée, un petit lémurien pourra repartir vers une aventure extraordinaire qui dure depuis des millions d'années, celle de la grande forêt tropicale.